4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de notre carrière avec la All Elite Wrestling au mois de mai 2005, toujours sur TEW 2016, ça va de soi. On se retrouve au jour d'AEW Dynamite le samedi cette semaine et pas le mercredi comme les semaines précédentes. Pourquoi ce changement de schedule? Et bien tout simplement parce que la AEW est en train de nous prendre tous nos talents. Ils ont fait des propositions à la moitié de notre roster et dans la mesure où la AEW se produit, et bien comme nous le mercredi pour ces weekly, dans la mesure où ils sont en phase régionale et 11e au ranking, et bien nos catcheurs donnent la priorité à la AEW, ce que je peux comprendre en termes de retombées, en termes d'exposition. C'est plus intéressant pour eux de choisir la AEW plutôt que la All Elite Wrestling, et donc j'ai dû m'adapter. Mon schedule change de semaine en semaine. Cette semaine on se produit le samedi pour AEW Dynamite, peut-être que la semaine prochaine ça sera le lundi, la semaine d'après le jeudi ou le vendredi, j'en sais trop rien. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on n'arrivera pas à aller chercher ce size régional qui devrait normalement intervenir dans cette vidéo si tout se passe bien, puisqu'il ne manque plus qu'un point d'importance pour pouvoir passer à ce size régional, et tant que nous ne dépasserons pas la AEW qui est désormais notre concurrent majeur au moment où on se parle, eh bien on sera tributaire de la production et des schedules de cette AEW. Bref, pas plus de blabla que cela, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, voir s'il y a des incidents backstage. Il y en a, on va tout de suite les traiter. Qu'est-ce que c'est? Incident impliquant Beji James. Alors ça, on peut être sûr qu'il a fait comme Sean Waltman, hein, la drogue. Non, pas du tout. Par contre, il a pris de la hit en locker room apparemment. Il s'est foutu de la gueule de tout le monde et ça n'a pas été bien pris. Qu'est-ce que je peux faire? Simple erased, hein. Rien ne résulte de cet incident. J'ai pas trop envie de me fâcher avec Beji James qui fait quand même partie, on va pas se le cacher, eh bien des grosses équipes et des grosses cylindrées, notamment avec Kip, puisqu'ils forment, vous le savez très bien, les New Age Outlands. Et rigolez poteaux, pour le premier show de la vidéo, le deuxième AEW Dynamite du mois de mai 2005, on était au Yabon Country Fairgrounds devant 1019 pèlerins. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on dépasse les 1000 pèlerins dans une arena? Va falloir que je vérifie parce que ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas joué au jeu, une petite semaine, c'est vrai qu'on a le temps d'oublier certains détails. Nous démarrons donc le show les gens avec un petit 43 de rating vu les protagonistes. J'aurais pu m'attendre à mieux puisqu'on a Paul Heyman, Amy Weber et surtout CM Punk. Paul Heyman qui au micro d'Amy Weber, eh bien va nous annoncer la chose suivante: l'intégration du titre TNT au sein de la fédération. Et oui, il veut remercier toutes ces chaînes qui diffusent au travers des États-Unis, eh bien l'AEW, ces chaînes gratuites de la TNT, et donc il propose un nouveau titre en jeu au sein de la fédération, un titre secondaire, hein, qui sera l'équivalent du titre des États-Unis ou du titre intercontinental à la WWE. Il présente cette magnifique ceinture faite d'or, et CM Punk est présent également, puisque CM Punk va arriver sur le ring avec sa musique d'entrée, va également être applaudi jusqu'à son entrée dans le ring. Il va simplement se contenter, eh bien, de regarder cette ceinture, hein. Regardez également Paul Heyman, les yeux dans les yeux, l'air de dire: je veux ce titre, je suis intéressé par cette ceinture, je suis intéressé pour être le champion de la télévision de cette fédération. CM Punk qu'on a pu vu depuis un petit moment, depuis son match perdu face à Dustin Rhodes, justement pour une opportunité au titre de la All Elite Wrestling. CM Punk qui a déjà des yeux qui puent l'amour pour ce titre TNT. On va voir bien évidemment dans le futur si
il répondra aux critères de Polyman qui pour l'instant n'a pas encore décidé comment il allait couronner ce premier champion TNT de la fédération. On nous dit quand même quelques petites choses assez intéressantes, comme la performance de Polyman qui a été une véritable star durant ce segment. On nous parle également de CM Punk qui apparemment a été un petit peu juste durant ce segment. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux quand on connaît le niveau de CM Punk au micro et sa façon d'interagir de manière positive avec la foule, mais le but escompté est là, présenter bien évidemment ce titre TNT qui sera le titre secondaire de la fédération. Ensuite, X-Factor face aux Briscoes. Et oui, j'avais envie de faire un petit match tag team, une compétition tag team assez sympathique. On se souvient de Sean Waltman qui avait perdu face à Bryan Danielson il y a quelques semaines dans un match one-on-one pour clôturer cette rivalité qui n'était pas vraiment une storyline à proprement dite, puisque je n'avais pas créé de storyline d'ailleurs entre les deux. Et donc X-Factors vont faire face aux Briscoes qui ont perdu la semaine dernière face à New Age Outlands. Ils perdent beaucoup ces derniers temps les Briscoes puisqu'ils ont perdu en one-on-one face à Kip et Beji James. Ils ont perdu la semaine passée face aux New Age Outlands dans un match tag team et on va pas se le cacher, ça va pas être aujourd'hui qu'ils vont reprendre du momentum puisque dans un match où descend X-Factors va défaire les Briscoes en 8 minutes 56 quand Sean Waltman va défaire Jay Briscoes via pinfall avec le X-Factor. En termes de performance in-ring, Sean Waltman a été au-dessus de tout le monde. Effectivement un bon petit 58, Justin Credible était quand même à 48, 34 pour Mark et 32 pour Jay, sachant qu'on le rappelle, Mark Briscoes est toujours un petit peu ralenti par cette blessure chronique au niveau de la rotule. Ça n'empêche pas de faire un petit 34 sympathique, bien meilleur que la performance de Jay Briscoes qui est resté à 32. Mais ce qui est très intéressant, c'est le segment qui suit derrière le match avec Travis Hummel, Mike Mizanin et Becky Bellès, les Young Wolves qui vont prendre à partie les frères Briscoes qui, je vous l'ai rappelé, n'arrêtent pas de perdre ces derniers temps, et Travis Hummel et Mike Mizanin trouvent une bonne opportunité pour justement se foutre de la gueule des Briscoes qui n'arrêtent pas de perdre. Ils disent Travis Hummel et Mike Mizanin, surtout Travis Hummel puisque c'est lui qui a le micro dans les mains étant donné que c'est le meilleur au micro pour promouvoir les rivalités et pour finalement essayer d'envenimer un petit peu les situations. Travis Hummel qui répond aux Briscoes que ce n'est pas une équipe de jeunes qui font la bonne pub pour tout simplement la nouvelle génération parce que ils ne sont pas au niveau. Les Young Wolves vont devoir bien évidemment leur apprendre la vie et leur montrer ce que c'est qu'une véritable équipe de nouvelle génération, une équipe de nouvelle génération qui sera capable dans les prochains épisodes, dans les prochains shows, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, d'être en haut, au top de la All Elite Wrestling. Travis Hummel qui fait un magnifique travail en dehors du script, qui est encore capable d'avoir la foule dans la paume de sa main. Et bien évidemment, le segment, cette rivalité The Young Wolves, The Briscoes, que j'ai lancé, continue d'avancer grâce à ce segment. Oui, on fait une petite rivalité encore dans la mid-card de la division tag team. Continuons donc dans cette mid-card de la division tag team avec les les deux CH, Chris Harris et Chris Hero qui font face à Tyler Black et John Moxley. Tyler Black qui a été battu par Chris Harris et Chris Hero ces dernières semaines et qui fait équipe avec John Moxley pour la première fois de sa carrière. John Moxley, aka bien évidemment Dean Ambrose, du côté de la WWE, ou encore John Moxley au moment où on se parle à la All Elite Wrestling. Et Tyler Black et John Moxley pour leur première association vont battre, et oui, dans un match avec une descente de réaction de la foule et un match de catch moyen, vont battre les deux Chris, oui, Chris Harris et Chris Hero qui vont être battus par Tyler Black et John Moxley quand Tyler Black va défaire en 8 minutes 17 Chris Hero via pinfall avec un surprise roll-up. J'ai voulu bien évidemment garder fort Chris Hero et Chris Harris, mais tout en donnant bien évidemment une victoire également au face Tyler Black et John Moxley, que petit à petit je vais être obligé de construire. John Moxley qui débute sa gimmick de old school face, c'est un rating de average, ce qui est plutôt pas trop mal. Tyler Black et John Moxley qui apparemment ont une super chemistry ensemble, super, c'est très, très intéressant de le noter. John Moxley pour l'instant pour sa première venue fait un petit 15 de performance in ring, 34 pour Tyler Black, 32 pour Chris Hero et 41 pour Chris Harris, victoire des faces que j'essaie un petit peu de builder, même si pour l'instant, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais en faire sur le long terme. Derrière, Bikini Contest, Rey Namero, Bobby Villard et Lizzie Valentine qui se retrouvent dans le ring pour faire un petit concours de celle qui montrera le mieux son popotin et ses attributs. Rey Namero est déclaré vainqueur. Polyman et Glenn Gilberti sont aux commentaires, 68 de rating, tout le monde est content. Lizzie Valentine, bien évidemment, améliore sur sa gimmick et apparemment la table des commentateurs a donné un boost au segment. Il n'en avait pas forcément besoin, mais c'est intéressant de noter que Glenn Gilberti et Polyman font du très bon boulot à la table des commentateurs
commentateurs quand ils sont ensemble. Ça ne me surprend pas trop étant donné que Lingy Berti est quand même assez intéressant en tant que couleur commentateur et Paul Heyman, on le sait très bien, il a été commentateur très longtemps à la WWE avant de devenir manager de Brock Lesnar et désormais le main event de Dustin Rhodes et les New Age Outlaws qui font face à Samoa Joe et CU, oui, 6-man tag dans le main event et dans un match avec une grande hit et du bon catch. Dustin Rhodes et les New Age Outlaws, Dustin Rhodes, autres champions de la All Elite Wrestling et des New Age Outlaws, les challengers numéro 1 au titre tag team vont défaire Samoa Joe et CU en 16 minutes 52 quand Dustin Rhodes va défaire Frankie Kazarian via pinfall avec le Running Bulldog 71 de rating. C'est plutôt un bon rating pour terminer le show. Frankie Kazarian apparemment a été le Winkling, ça ne m'étonne pas plus que ça. A noter que Kip James et Beji James ont été apparemment dans un mauvais jour. Beji James fait un 54, 62 pour Kip James, Dustin Rhodes fait un très solide 75, 28 pour Frankie Kazarian qui est toujours à la rue, 65 pour Christopher Daniels et 68 pour Samoa Joe. La rivalité New Age Outlaws et CU gagne de la hit bien évidemment avec ce segment, tout comme la rivalité Who Will Be the True AEW World Champion. On va se contenter bien évidemment de ça, ça nous fait un bon petit 62 de rating avec une popularité qui s'améliore dans 62 régions, dans n'importe quoi, dans 2 régions. 62 c'est le rating global, 2 régions c'est là où on prend le plus de popularité, alors que là on nous file le profil de Danny Doring qui était d'ailleurs dans la carrière de Sturi lorsqu'il avait pris en main la SEW 95, entraîné par Taz et Frédéric Saturne au ECW House Hardcore. Ouais, pourquoi pas, même si Danny Doring, au vu des performances qu'il faisait à l'époque de la ECW, de la carrière de notre cher Sturi, j'avoue que j'ai moyennement envie de le signer à la All Elite Wrestling. Voyons un petit peu les news. Alors que Glingy Berdy se plaint toujours de son push, mais Nick Taras, mon pote, tu resteras couleur commentateur. Vu la gueule que t'as, je ne te vois pas être en main event de ma fédération. Dans la mesure où t'es un main eventer, si je te fais paumer contre des mecs qui sont en mid-card ou en lower mid-card, tu vas peut-être encore plus me faire la gueule que maintenant. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de changer ton push. Dynamite qui fait toujours moins de 0.0 en termes de TV rating, équipe James qui me dit encore une fois que Jay Briscoe ne connecte pas avec les fans. Oui, peut-être falloir à un moment donné changer les choses. Jay Briscoe qui n'a pas de bonnes critiques de la part de ses pairs de backstage. Peut-être falloir quand même que je me fasse une raison avec Jay Briscoe, mais encore une fois, dans la mesure où on sait ce qu'ils vont devenir, ces deux-là, c'est vrai que ça me poserait problème de ne pas les conserver. Hein. Je pense que vous pouvez aisément comprendre ma position. Voyons voir un petit peu. 6370 pèlerins. Oui, bon, c'est quand même beaucoup mieux que la semaine dernière où on a fait quand même 400 pèlerins de plus. Est-ce qu'on a passé des 1000 déjà durant notre carrière avec la All Elite Wrestling dans 956, 949, 957, 963, 905, 942, 893? Non, c'est la première fois. C'est vraiment la première fois qu'on passe le cap des 1000 pèlerins dans l'arène. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, en espérant que cette nouveau palier franchi permettra de faire progresser cette fédération jusqu'à la size régionale au minimum dans cette vidéo. Ça serait bien qu'on arrive à choper ce dernier point d'important pour essayer de passer au level supérieur. Bon, et bah du coup on se retrouve directement dans les backstage incidents du show de la semaine suivante, puisque pas d'informations très croustillantes à vous communiquer sur la semaine écoulée, à part l'offre de contrat de la PGW pour Christopher Daniels, qui n'a pas eu grand chose vraiment à se mettre sous la dent en termes de news cette semaine. Donc on va essayer de résoudre cet incident entre Mike Mizanin et Earl Hebner. Ça c'est la cour des catcheurs, j'en mets ma main à couper. Et effectivement, c'est la cour des catcheurs, Mike Mizanin qui, a priori, a été amené devant cette cour des catcheurs. Qu'est-ce qu'il a fait ce con? Accusé d'avoir apparemment oublié de payer sa note au bar. Le juge Earl Hebner l'a rendu coupable et sa sentence est de payer à boire pour tout le monde après le show. Et bah voilà mon petit pote, t'aurais mieux fait de payer ta note au bar, ça t'aurait revenu un petit peu moins cher, espèce de trou de balle. Allez, let's go pour le deuxième show de la vidéo les gens et de la EW Dynamite de la semaine 3 du mois de mai 2005. On était devant 1005 pèlerins OMO à Raz Casino et nous démarrons le show les gens avec un segment qui nous fait un 72 de rating. Vous voyez les protagonistes, ça ne pouvait qu'être bon. Amy Weber est accompagné de Samoa Joe et Jay Styles et de Paul Heyman. Alors comment le segment se construit? Il se construit de la façon suivante. D'abord nous avons Amy Weber qui est à côté de Samoa Joe et Samoa Joe qui est piste, il faut le dire. Pourquoi il est piste? Et bien tout simplement parce que il veut son match de championnat face à Dustin Rhodes. Il est là pour ça depuis le début. Il veut donner à cette fédération un vrai champion, et le seul vrai champion de cette fédération, selon les dires de Samoa Joe, c'est lui-même. Et donc Samoa Joe veut impérativement, et dans cette promo il le dit, un match dans le championnat. Il en a marre de tourner autour du pôle, il en a marre d'être dans des compétitions tag team, des triple threats, enfin plutôt des six-man tag. Désormais il veut
que ça soit un match one-on-one face à Dustin Rhodes pour le titre mondial. Seulement il s'est fait interrompre, et bien par AJ Styles, qui a été, vous vous en souvenez, le premier challenger numéro 1 au titre de Dustin Rhodes, qui a perdu dans un TLC match, là où il fallait bien décrocher la ceinture. AJ Styles interpelle un petit peu Samoa Joe en lui disant: mon petit pote, bon, moi j'ai été le premier challenger, j'ai perdu dans un TLC match, mais j'ai pas été pinned au milieu du ring, j'ai pas tapé sous une soumission non plus, j'ai simplement pas réussi à décrocher cette ceinture. Et quand on a catché en tag team competition, toi et moi, face à Dustin Rhodes et Bryan Danielson, on a gagné, mais c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai fait le pin sur l'ami Dustin Rhodes, sur le champion du monde. Et s'il y a bien un mec, par conséquent, qui doit avoir une opportunité au titre, c'est moi, c'est le phénoménal AJ Styles. Et ça se prend un peu la tête entre Samoa Joe et AJ Styles, vous l'imaginez bien, et Paul Heyman qui va trancher, qui va dire: les gars, c'est très simple, ce soir, vous allez vous affronter dans le main event, et le vainqueur de ce main event affrontera tout simplement Dustin Rhodes, le champion du monde, lors du prochain pay-per-view Double or Nothing qui aura lieu donc le mois suivant. Paul Heyman book ce match-là, Samoa Joe et AJ Styles font un petit jeu de confrontation. Le segment se termine comme ça. Vinny Weber fait du très très bon boulot, Samoa Joe également. Je parle même pas d'AJ Styles et de Paul Heyman. Bref, tout le monde a l'air d'être pas mal. Amy Weber a particulièrement été performante dans ce segment. Elle a paru très bien dedans, donc parfaitement parfait, parfaitement parfait comme diraient certains. Et la storyline gagne bien sûr de la hit. Que demander de plus? Honnêtement, pas grand chose. On poursuit le show, les gens, avec bien une première défense de titre d'SCU qui vont faire face aux Young Bucks. Oui, SCU qui est censé défendre ses ceintures incessamment sous peu du côté de Double or Nothing face aux New Age Outlaws. Faut un petit round de chauffe face aux Young Bucks, et forcément dans un match où le titre est en jeu, vous imaginez bien qu'SCU va défaire dans un match de descente les Young Bucks en 8 minutes 22 quand Christopher Daniels va défaire Matt Jackson via Pitfall avec le Angel Wings. SCU fait donc sa première défense de titre du championnat donc tag team. Christopher Daniels est en termes de in-ring au-dessus donc de tout le monde. Daniel Madison apparemment fait du très 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 bon boulot à ringside. J'ai toujours pas enlevé le management de Talia Madison envers Matt Jackson, il va falloir peut-être quand même que je le fasse. Au niveau des performances in-ring, on est à 24 pour l'ami Nick Jackson, on est à 20 pour l'ami Matt, 34 pour Frankie Kazarian. Ça commence petit à petit à augmenter et on est toujours un très bon 69 de rating pour Christopher Daniels, Falling Angel, qui tout simplement est au-dessus de tout le monde au niveau des perfs dans le ring, et la storyline continue à avancer entre New Age Outlaws et SCU, bien qu'avec ce segment, ça perd un petit peu de vite. Derrière, le segment qui suit, c'est un segment au micro, Christopher Daniels et Frankie Kazarian qui interpellent tout simplement SCU. Ils disent que ce soir, Paul Heyman les a obligés à défendre leur titre par rapport à ce qui avait marqué dans leur contrat. Ils sont obligés de défendre leur titre de manière assez régulière, ils se sont prêtés de bon cœur, mais ça leur a permis surtout, au-delà de gagner un match, surtout de se mettre dans des conditions réelles de défense de titre. Et ce qui s'est passé face à Matt Jackson et face à Nick Jackson, les Young Bucks, ça se reproduira lors de Double or Nothing. Ce qu'ils ont fait subir à Nick et à Matt Jackson, ils vont le faire subir à Beji et Kip James. Ils vont tout simplement faire qu'une bouchée de New Age Outlaws en moins de 10 minutes. Ils vont les torcher, c'est ce qu'ils disent au micro à Double or Nothing. New Age Outlaws ne tiendra pas 10 minutes comme les Young Bucks face aux champions So Called Uncensored aka SCU. C'est les dires de Christopher Daniels. Christopher Daniels apparemment qui n'a pas été super bien pour aller en dehors du script durant ce segment, ce qui peut peut-être expliquer la faible note donc de rating avec seulement 46, et forcément la storyline, certes elle avance grâce à ce segment, mais en revanche, comme sur le segment précédent, elle perd un petit peu de light. Aïe aïe aïe. Mais c'est pas grave, on va arriver à la remonter. Derrière, Mike Mizanin face à Mark Briscoe. Et là on voit rouge, c'est normal. Ce sont deux garçons qui font partie de la mid-card de la division tag team. Pas grand chose à attendre en termes in-ring, mais en tout cas en termes de storyline, c'est plus ce qui nous intéresse. Et dans un match avec une décente réaction de la foule et un match de catch assez moyen, Mike Mizanin va défaire Mark Briscoe en 7 minutes 27 avec tout simplement un tombé où il utilise les cordes comme appui. Victoire teintée de Mike Mizanin qui donc remporte le premier round face à Mark Briscoe, 33 de rating. Becky Bélez fait toujours un super boulot ringside. Mark Briscoe toujours bien sûr ralenti à cause de sa blessure chronique du côté donc de la rotule. Pepper il est toujours handicapé et ça sera encore le cas pendant un peu plus de 10 mois. Mike Mizanin a une performance de 26, Mark Briscoe a une performance de 29. La storyline avance bien sûr, mais
perd de la hit, c'est pas grave, tant qu'elle arrive et qu'elle reste à plus de 23, ça reste quand même plutôt acceptable, même si je vise toujours un peu plus haut, mais enfin quand même. Bon, on revoit encore rouge sur ce segment qui suit avec un match entre Tyler Black et Chris Hero. Décidément, heureusement que j'ai pas mis mes lentilles parce que sinon elle se serait décollée des yeux en un clin d'œil, sans mauvais jeu de mots. Tyler Black, Chris Hero, un match avec une décente réaction de la foule et un match de catch moyen. Et Tyler Black qui, comme la semaine passée, va pin Chris Hero en 6 minutes 28 avec un fast roll-up. Il avait déjà pin de cette façon-là la semaine passée. Il recommence cette semaine en match one-on-one. Performance apparemment plutôt sympathique dans les deux côtés parce que justement Tyler Black et Chris Hero ont une bonne chemistry ensemble. 33 performances in ring pour Tyler Black, 30 pour Chris Hero. La victoire de Tyler Black qui prend encore un peu plus de momentum, même si vous imaginez bien que tout ça ne va pas se terminer comme ça ce soir. Non, puisque derrière, Chris Harris va faire son entrée. Il va aider Chris Hero à tabasser Tyler Black. John Moxley qui va ruer dans le ring pour faire fuir tout simplement Chris Hero et Chris Harris. Il a une chaise dans les mains, il frappe les cordes. Allez, venez les gars, je vous attends, hein. Armé d'une chaise, c'est quand même plus facile de faire fuir finalement ses ennemis, Chris Hero, Chris Harris, qui donc prennent la fuite, hein. Ils regardent Tyler Black et John Moxley du haut de la rampe, l'air de dire c'est pas terminé. Bref, petite pseudo-rivalité entre ces équipes de la lower mid-card en ce qui concerne la division par équipe, mais c'est intéressant quand même de les faire travailler, de leur donner du temps d'antenne. Ça permet notamment des garçons comme John Moxley qui n'ont pas une grosse popularité, tout simplement de s'améliorer sur leur gimmick. Derrière, on passe au main event et à ce match entre AJ Styles et Samoa Joe. AJ Styles, Samoa Joe, sur le papier c'est énorme et ça fait un bon 73. Est-ce qu'on n'a pas battu le meilleur show, plutôt le meilleur match de l'histoire de la fédération? Il me semble que si, je crois que le record c'était 72. Là on vient de le taper à mon sens avec un point de plus dans un match exceptionnel, il est défini comme tel. AJ Styles va faire un match nul face à Samoa Joe après 20 minutes de combat et le time limit énoncé par l'arbitre. Samoa Joe, AJ Styles qui n'ont pas réussi à se départager. Les performances sont énormes, 68 pour Samoa Joe, 73 pour AJ Styles. Samoa Joe apparemment était à peu près dans un mauvais jour. AJ Styles et Samoa Joe qui ont une excellente chemistry ensemble, ça c'est bon à savoir pour les prochains mois, les prochaines semaines et les futures peut-être rivalités qu'on pourra mettre en place entre les deux hommes. Et la rivalité, bien évidemment, Who Will Be the First AEW World Champion avance grâce à ce segment. AJ Styles et Samoa Joe qui n'ont donc pas pu se départager. Et Paul Heyman dans le segment d'après, alors que Dustin Rhodes est venu dans le ring, puisque Dustin Rhodes a commenté le match aux côtés de Rey Mero, Paul Heyman annonce qu'il y aura un triple threat du côté de Double or Nothing. Dustin Rhodes remettra sa ceinture en jeu face à Samoa Joe et face à AJ Styles dans le main event du deuxième pay-per-view de l'histoire de la All Elite Wrestling. Dustin Rhodes qui s'améliore avec sa gimmick et la storyline qui continue à avancer bien sûr avec ce segment. On fait un très bon 66 de rating et une popularité qui s'améliore dans 2 régions. Ça nous permettra, je pense, d'ici au dernier show de la vidéo, ça nous permettra peut-être tout simplement de passer en size régional alors qu'on a le profil de Jack Victory qui a été surnommé The King of Old School à la ECW. Pourquoi pas, c'est pas forcément un profil qui pour l'instant m'intéresse. TV rating, toujours de moins de 0.01, ce qui nous permet pas pour l'instant de passer en size régional avec Christopher Daniels, qui nous parle de Matt Jackson, qui nous dit qu'il n'a pas ce qu'il faut, le gamin, et qu'il faudra probablement le résilier très vite. Toujours aussi sympa, les anciens, face tout simplement à leurs jeunes compères. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Le but c'est, encore une fois, de construire, c'est tout simplement de construire l'avenir, parce que vous savez qu'avec cette All Elite Wrestling, tout est à faire. Au niveau du TV rating, 5520 pèlerins qui ont regardé le show, donc via nos chaînes de télévision. C'est un petit peu moins que la semaine passée, effectivement. Plus de 1000 personnes de moins qui ont regardé le show, alors qu'on fait quand même un show à 66, qui est bien meilleur que la semaine passée, puisqu'on fait 4 points de mieux. Là c'est vrai que c'est légèrement incompréhensible pour le coup. Bon bah là encore pas de news très croustillantes à vous communiquer sur la dernière semaine écoulée les gens, donc on se retrouve directement dans les backstage. Et comme il n'y a pas eu d'incident à traiter, j'ai décidé de faire un petit middle entre Travis Fimmel et Becky Belair, parce qu'on le sait, ils travaillent ensemble depuis déjà quelques temps. Cependant pour l'instant il n'y a pas vraiment d'affinité, donc je vais essayer d'en créer une maintenant là tout de suite. Et ils ont à ce moment-là, grâce à notre intervention, désormais, une amitié solide. Voilà, ça me fait plaisir de voir Travis Fimmel et Becky Belair qui s'apprécient, qui s'entendent bien backstage. Ça va permettre de renforcer les liens et pourquoi pas d'améliorer
de manière significative les performances. On sait que ça peut jouer des fois dans certaines storylines. Allez hop, let's go pour le dernier show de la vidéo, également le dernier AEW Dynamite du mois de mai 2005. On était au IA Adair Country Fair devant 1021 pèlerins et on démarre le show les gens avec un segment d'ouverture qui nous fait un bon 63 de rating. Segment d'ouverture impliquant Dustin Rhodes, Samoa Joe et Ami Weber. Ami Weber qui est dans le ring avec Dustin Rhodes qui se dit prêt après finalement l'annonce de Paul Heyman à affronter Samoa Joe et AJ Styles dans un triple threat. Il sait qu'il aura respectivement désormais mathématiquement 33,3333333% de chance de conserver son titre, mais il sait qu'avec l'appui du public ça sera beaucoup plus. Vous imaginez bien le face de base qui essaie encore une fois de se mettre le public dans la poche seulement. Son interview et son segment, son speech de bons sentiments est interrompu par Samoa Joe qui lui dit que ce soir, il a eu l'autorisation de Paul Heyman pour catcher face à Bryan Danielson dans le main event et que s'il battait Bryan Danielson dans le main event, enfin c'est pas si, c'est quand il battra Bryan Danielson dans le main event, il choisira la stipulation du triple threat. Et ouais, Samoa Joe en petit filou est allé voir Paul Heyman pour essayer, d'avoir un petit avantage. Et Dustin Rhodes sur un bon babyface qui lui dit mon pote, peu importe la stipulation, peu importe si tu gagnes, peu importe quelle stipulation tu choisiras, je m'en fous, je te prendrai toi et AJ Styles dans un match triple menace. Et Samoa Joe qui lui dit ta confiance te perdra. Le segment se termine ainsi. Samoa Joe qui a très bien improvisé, tout comme d'ailleurs Dustin Rhodes qui a paru super bon dans ce segment, au contraire d'Amy Weber qui a paru complètement à l'ouest dans ce segment alors que la semaine dernière elle était plutôt bonne dans ce qu'elle faisait. Et la storyline avance grâce à ce segment, même si ça perd un petit peu de hit. On était monté haut 63, c'est quand même plutôt pas mal pour un petit segment d'ouverture. Derrière on enchaîne avec un match entre Travis Hummel et Jay Briscoe. La semaine dernière, Mark Briscoe avait fait face à Mike Mizani qui, en utilisant les cordes pour appui, avait battu Mark Briscoe. Et Travis Hummel va affronter ce soir Jay Briscoe et dans un match avec une descente réaction de la foule et d'un match de catch un petit peu moyen. Travis Hummel défait lui aussi Jay Briscoe en 9 minutes 19 via pinfall après l'intervention de Becky Bélez qui rôdait autour du ring et qui a bien évidemment profité de la distraction de Travis Hummel dans le dos de l'arbitre pour tout simplement distraire Jay Briscoe. Travis Hummel a pu enchaîner avec son finisher, tomber 1, 2, 3. Becky Bélez qui fait toujours autant du bon boulot in-ring, enfin plutôt au bord du ring. C'est vrai que c'est peut-être encore un peu plus boosté par l'alchimie et désormais la relation plutôt sympathique qu'ils ont, Travis Hummel et Becky Bélez. Travis Hummel fait une performance de 36 quand Jay Briscoe fait une petite performance de 24. La storyline Young Wolf et Briscoes bien sûr avance grâce à ce segment, même si ça ne gagne pour l'instant pas de hit. Les heels sont désormais à 2-0 dans les confrontations directes. On verra bien sûr ce qui se passera du côté de Double or Nothing, puisque vous imaginez bien que ces deux équipes-là vont bien sûr s'affronter. Derrière, gros bordel dans les backstage. Là, on a 6 mecs qui ont envie de se foutre sur la gueule. Chris Harris et Chris Hero qui ont envie de se tabasser avec Tyler Black et John Moxley. Et puis deux petits nouveaux, Austin Harris et Matt Sydal, qui remettent un petit peu de l'huile sur le feu. Austin Harris, en bon heel, qui essaie aussi de chercher des noises à Tyler Black et John Moxley. Il a envie de se faire un petit impact vu qu'il vient juste d'arriver. Et puis Matt Sydal qui essaie d'un petit peu de calmer tout le monde. Et là, Paul Heyman, qui en a marre de ce gros bordel sa mère, qui intervient et qui dit les potes, ça suffit, arrêtez de vous battre. Si vous avez envie, de vous défoncer la goule, ça sera dans le ring ce soir dans un six-man tag. Je peux pas faire mieux. Voilà, arrêtez de geindre, arrêtez de vouloir vous taper dessus. Vous réglerez vos comptes ce soir dans le ring un peu plus tard dans le show, dans un six-man tag. Un rating de 30. C'est vrai que vu le manque de popularité de tous les garçons qu'il y a présents, même Paul Heyman n'arrive pas à sortir quelque chose de plutôt correct. Bon, c'est normal, c'est le début. Austin Harris qui a débuté sa gimmick de No Gimmick Needed et c'est pour l'instant average. Et la gimmick de Matt Sydal, Blue Cheaper et pour l'instant noté average. Paul Heyman qui a forcément fait du très bon boulot dans ce segment. Malheureusement, on n'arrive pas à décoller de la zone rouge. Derrière, SCU va faire face à El Jericho et dans un match décent, SCU vont défaire El Jericho bien sûr en 6 minutes 51 quand Christopher Daniels va défaire El Jericho via pinfall avec le Angel Wings. SCU qui va bien sûr défaire donc cette équipe d'El Jericho qui va donc conserver pour la deuxième fois consécutive les titres donc de champion par équipe. Christopher Daniels qui est le
mec au-dessus de tout le monde durant ce match. Christopher Daniels, Frankie Kazarian, la chemistry toujours aussi bonne. Pareil pour El Generico et Kevin Steen. Christopher Daniels qui a paru super bon dans tout le bordel. Tu me diras, c'est normal avec une note de 69. On se rapproche quand même d'une très bonne performance. Frankie Kazarian est à 33, 40 pour Kevin Steen et 37 pour El Generico. Frankie Kazarian qui est même le wink link. Comme quoi c'est un champion du monde par équipe assez chanceux. Heureusement que je l'ai mis avec Christopher Daniels. Sinon le pauvre n'en aurait pas fait grand chose. Et la storyline NAW, pardon, NAO contre SCU, New Age Outlaws contre So Called Unsorcered, gagne de la hit, plutôt, pardon, avance seulement avec ce segment. J'ai un petit peu du mal à traduire l'anglais dans cette fin de vidéo, que voulez-vous, j'espère que vous ne voulez pas trop. Et derrière, Christopher Daniels et Frankie Kazarian vont interpeller une dernière fois Beiji et Kip James, qui ne sont décidément pas présents ces dernières semaines, pour leur dire, eh bien les petits potes, que ils ont bien pris, qu'ils espèrent qu'ils ont bien pris en compte ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines avec Matt Nick Jackson battu et avec El Jericho battu également, puisque c'est ce qui les attend, oui, New Age Outlaws, lors de leur affrontement en fin de semaine prochaine lors de Double or Nothing. New Age Outlaws qui pour l'instant ne sont pas présents, on les garde forcément dans les événements spéciaux pour bien évidemment ce Double or Nothing qui arrive et qui sera certainement le meilleur pay-per-view de l'histoire de notre fédération. En tout cas, on croise les doigts. Le rating est de 50, ce qui est plutôt pas trop mal. D'ailleurs, Christopher Daniels a fait une bonne performance. Il a apprécié pouvoir partir en dehors du script. Et la storyline, bien sûr, avance grâce à ce segment. Derrière, le gros bordel du backstage tout à l'heure, là, se transforme en 6-man tag et dans un match plutôt décent, enfin plutôt avec une réaction décente et un match de catch un petit peu malaisant sur les bords, eh bien il va y avoir un match nul, double disqualification entre les faces et les heels, ils vont finir par se taper dessus, l'arbitre va perdre le contrôle du match, Earl Hebner il dit c'est bon j'en peux plus, je sonne la cloche, ça continue à se fracasser la gueule, les performances in ring on va pas trop en parler, du 18 de John Moxley, du 32 de Tyler Black, du 41 de Matt Sydal, du 29 d'Austin Harris et du 28 et 39 de Chris Hero et Chris Harris. Ce qui va être intéressant c'est ce qui va suivre derrière, c'est l'annonce de Paul Heyman dans un 27. Mon dieu, ce segment me fait mal aux yeux, me donne envie de gerber. Paul Heyman qui va annoncer un six-pack challenge. Oui, avec tous ces garçons-là, pour tout simplement devenir challenger numéro 1 au titre de la TNT, donc du titre du championnat de la télévision. Et oui, c'est une opportunité en or pour un de ces garçons-là. La semaine prochaine, plutôt en fin de semaine, lors de Double or Nothing, ils vont s'affronter et le vainqueur de ce six-pack challenge obtiendra un shot pour le titre TNT, championnat secondaire de la fédération. Forcément tout le monde se calme et tout le monde commence un petit peu à se regarder dans le blanc des yeux, même les partenaires et bien de toujours, Chris Harris et Chris Hero et même John Moxley et Tyler Black qui se disent ah il y a peut-être une opportunité solo à prendre. C'est vrai que peut-être que certains comme Austin Harris et Matt Sydal se disent tiens si ça pouvait se crêper le chignon entre les deux Chris et Tyler Black et John Moxley, peut-être qu'éventuellement on pourrait peut-être en profiter. En tout cas le Six Pack Challenge est énoncé et annoncé par Paul Heyman. Derrière, Samoa Joe va faire face à Bryan Danielson dans un match qui nous fait un 75, le meilleur match de l'histoire de la fédération, il est là. Et Samoa Joe dans un match superbe, oui, avec une grande hit, va défaire Bryan Danielson en 15 minutes 16 via pinfall avec le Iceland Driver. Samoa Joe, Bryan Danielson, une chemistry absolument parfaite. Samoa Joe 70 de performance in ring, 64 pour Bryan Danielson. La storyline Will Be the True AEW World Champion gagne de la hit. Samoa Joe remporte donc sa bataille face à Bryan Danielson et va donc choisir la stipulation du match pour le championnat donc de Dustin Rhodes, où il sera bien sûr dedans avec AJ Styles. C'est lui qui aura le choix de cette stipulation pour le main event de la soirée. Et Samoa Joe s'empresse de faire part de son choix à Amy Weber dans le ring, qui forcément voulait avoir un petit peu le buzz. Et Samoa Joe lui offre un scoop. Dustin Rhodes était présent puisqu'il a commenté le match à la table des commentateurs. Il annonce Samoa Joe à Dustin Rhodes et AJ Styles qui n'est pas présent que lors de Double or Nothing, ce sera un match hardcore, un match d'hommes. Samoa Joe est normalement avantagé, puisqu'on le rappelle, en termes d'hardcore, il est bien plus capé que Dustin Rhodes et surtout AJ Styles. Le show fait un très bon 66 de rating, on gagne de la popularité bien sûr dans 2 autres régions, en tout cas des très bons shows, 62, 66 et 66, c'est plutôt pas mal, alors que là on nous met le random profile de Tony DeVito, qui est un ancien jobber de la WWF dans les années 90, moi qui ai commencé à me faire les épisodes les plus gros, les plus anciens épisodes de Monday Night Raw. C'est un garçon que je serais amené à voir catcher et à jobber
dans les prochains épisodes de Monday Nitro. Pour l'instant, je suis au mois d'octobre 93, donc autant vous dire que je suis pas rendu. Il me reste pratiquement 30 ans de Monday Nitro à me farcir, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien aller dans les shows un petit peu vintage, c'est toujours assez intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Osinaris, ouh putain, blessé, pas bon ça. Strain biceps, c'est pas de bonne nouvelle ça. Pas une bonne nouvelle. Comme d'ailleurs le TV rating qui est toujours moins de 0.01. Alors avant d'aller voir le TV rating, on va quand même aller voir ce qui se passe au niveau du medical. Ça va, 3 jours seulement. 3 jours, c'est pas comme le problème rotulien de l'ami Briscoe qui va encore l'handicaper pendant 8 mois et demi. Ça va, il pourra catcher lors de Double or Nothing. Tout va bien. Double or Nothing qui sera dans 4 jours, ça sera samedi prochain. Et donc dans le prochain numéro, au niveau du show history pour l'instant, vous le voyez, on est à 5950 viewers en termes de TV rating. Cette semaine, c'est un petit peu plus que la semaine passée. En revanche, c'est beaucoup moins que il y a 2 semaines. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire des meilleurs shows et avoir un moins bon TV rating, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Avant de se quitter, un point bien sûr sur la hit des storylines et le prestige des titres. Au niveau de la rivalité New Age Outlands contre SCU, on est à 54 de hits. Au niveau donc de la rivalité entre les Young Wolves et les Briscoes, on est à 36 de hits. Et Will Be the True AEW World Champion, on est monté à 72. Autant te dire que on est plutôt pas mal placé là-dedans. Au niveau des titres, on est à 60 de prestige pour le titre donc AEW détenu par Dustin Rhodes. On est pour les titres tag team à 60 également. De défense de titre pour les titres tag team, de défense de titre également pour le titre mondial et le TNT Championship qui pour l'instant est vacant puisqu'il n'y a toujours pas de champion. Un challenger sera bien évidemment couronné lors, vous le savez, de Double or Nothing, puisque les mid-carders, même nos jobbers, ceux ne font pas grand chose dans la fédération, vont avoir l'opportunité of a lifetime, comme diraient certains, pour pouvoir se faire un nom par eux-mêmes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les gens, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à faire même peut-être votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.